Social selling. Instagram est le réseau social préféré des influenceurs, le deuxième c'est YouTube. Donc quand ils ont sorti IGTV, c'est pas pour les marques, c'est pas pour des usagers comme toi et moi, c'est vraiment pour des influenceurs pour faire en sorte justement de leur offrir des nouvelles opportunités de monétisation, comme les badges par exemple, comme les opportunités dont on vient de parler là, pour concurrencer YouTube. Mon nom est Antoine Gagné. Au nom de toute l'équipe de J7 Media, je suis très content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour un nouvel épisode de Social Selling. Avant d'aborder la discussion, je vous invite à vous abonner à notre balado sur Spotify, Apple Podcasts ou votre plateforme préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les mercredis matin. Avec plus d'1 milliard d'utilisateurs, Instagram continue année après année à être un incontournable pour les 18-25 ans. La plateforme est également très appréciée par les influenceurs qui désirent monétiser leur audience. Maintenant, si on est un commerce en ligne, comment peut-on jumeler une présence organique efficace à une stratégie d'acquisition payante? Mon invité du jour, Charlie Fernandez, fondateur de l'agence Réverbère, une entreprise purement spécialisée sur Instagram, va tenter de nous expliquer le mix de stratégies qu'un commerce en ligne doit utiliser en 2020 sur la plateforme. Charlie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation, Antoine. Super heureux de te parler aujourd'hui, puis super heureux de venir vous parler d'Instagram, puisque c'est pas mal ce qui nous passionne chez Réverbère, comme tu l'as compris. Effectivement. Puis, Charlie, parlons un petit peu de cette genèse-là. Donc, tu as décidé en 2017 de bâtir une entreprise 100% consacrée sur Instagram. Puis, peux-tu nous dire aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre une direction de spécialiste au lieu de généraliste? Si je devais te raconter l'histoire, si je peux dire au complet, je pense qu'on y parlerait tout l'épisode, donc je vais essayer de te faire une version un petit peu plus courte. Grosso modo, nous à l'époque, avec mon associé Tristan, on était actionnaire dans une autre business et on travaillait beaucoup en médias, que ce soit en organique ou en publicitaire, notamment sur Facebook et par la bande d'Instagram. On le sait, Instagram a été racheté par Facebook, donc souvent les deux vont de pair. Et à cette époque-là, on parle d'il y a 4-5 ans, on s'est rendu compte en fait qu'Instagram était très peu exploité au Québec et même encore aux États-Unis, malgré le fait qu'il y avait déjà des signes avant-coureurs assez intéressants en ce qui a trait au succès de la plateforme. Et quand je parle de succès, je parle autant au niveau du succès chez le consommateur final que sur certains volets en termes de marques, notamment les marques dans le commerce de détail. Donc on a commencé un petit peu à creuser à cette époque pour savoir si, entre guillemets, les pressentiments qu'on avait étaient validés, puis on avait déjà trouvé des informations extrêmement intéressantes comme la croissance du nombre d'usagers de la plateforme, comme je le mentionnais, ou encore comme certaines données par rapport tout simplement à la qualité des interactions qu'on pouvait faire sur Instagram et donc la monétisation de cette audience-là. Donc on a continué, si je puis dire, à regarder s'il y avait d'autres signes avant-coureurs quant à un potentiel intérêt donc sur cette plateforme. Puis on s'est rapidement rendu compte que au Canada, en fait, aucune agence n'était spécialisée donc sur Instagram. On en avait spécialisé sur Facebook, bien entendu, on en avait spécialisé donc sur Google, que ce soit en paid search ou plus en display ou même en SEO. Mais sur Instagram, il n'y avait personne. Alors qu'Instagram passait déjà à l'époque de 375 à 850 millions d'usagers mensuels. On parle donc de ça il y a environ 5 ans sur un laps de temps de 300 pour venir justement culminer aujourd'hui un petit peu plus d'1 milliard donc tout simplement d'abonnés. Donc on a fait un petit peu nos devoirs comme tu l'as compris. Puis du jour au lendemain, en fait, on a décidé de mettre sur la glace et se retirer de nos anciens projets pour se consacrer donc à ce qu'on appelait à l'époque The Instagram First Project, qui est devenu donc Réverbère. Puis ton projet avant, puis corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que tu étais dans un incubateur à Québec avec d'autres partenaires. Est-ce que c'était ça les projets ou est-ce que tu mettais beaucoup de ton temps avant? Ouais. Donc, nous, on avait cofondé il y a environ 7 ans, 8 ans maintenant. Non, peut-être pas 7, 8 ans, mais 5, 6 ans. On avait cofondé un startup studio. Donc, nous, ce qu'on faisait, en fait, grosso modo, c'était, on faisait du founding, mais pas avec de l'argent. On faisait du founding avec des RH. L'entreprise, donc, s'appelle encore Maple Insight. Et grosso modo, donc, on accompagnait des startups avec du fort potentiel en mettant, donc, nos ressources humaines à leur disposition. Donc, que ce soit en termes de dev, de UX, de design, de marketing, de communication, contre, en fait, tout simplement une prise d'équité dans le capital de la startup. Donc, ça a été un super beau modèle. D'ailleurs, je salue mes anciens associés, Xavier en tête de liste. Ah, intéressant, très intéressant. Ça pourrait peut-être être un autre podcast même parce que le equity investing devient quelque chose qui est de plus en plus à la mode d'arriver puis d'aller chercher une part de l'entreprise contre une certaine prestation de service, que ça soit marketing, finance, conseil sur un achat, peu importe. Donc, peut-être ça pourrait être d'autres discussions, mais le but aujourd'hui, comme je l'ai dit un petit peu en début de podcast, Charlie, c'est on va dire, mieux comprendre comment qu'on peut utiliser Instagram à notre avantage au niveau organique, également au niveau payant. Puis, comme je le disais un petit peu, il y a beaucoup des gens qui écoutent Social Selling, le podcast aujourd'hui, qui vont aider des commerçants en ligne ou même des commerces
locaux avec des stratégies d'acquisition payantes. Mais comment, toi, en 2020, crois-tu qu'on peut arriver à un bon mix, à bien mixer des campagnes d'acquisition qui vont nous donner des retours sur investissement et également d'entretenir notre communauté d'une manière davantage organique? Je pense que le premier enjeu auquel les marques ou des agences qui vont aider des marques doivent faire face, c'est toujours une situation en lien avec le contexte. Dans quel contexte ces campagnes ou ces efforts-là vont être déployés, pour quels objectifs? Et je pense que c'est le premier point sur lequel il est nécessaire de se concentrer, parce que c'est en fonction de l'articulation des campagnes qui va être donc réalisée selon, entre guillemets, ces objectifs et ces enjeux-là, qu'on va être en mesure justement d'avoir tout simplement des campagnes qui sont bien pensées, qui sont complémentaires, qui se cannibalisent pas et qui ont le meilleur retour sur investissement possible. On parlait tantôt par exemple donc de la compatibilité entre des efforts organiques et des efforts publicitaires quand on faisait notre petit warm-up il y a quelques minutes, et on parlait justement de la nécessité tout simplement de créer des audiences de manière organique pour ensuite notamment pouvoir aller les recibler d'un point de vue publicitaire. Ne vous détrompez pas, c'est la même chose sur Instagram. On va travailler avec des audiences où on va justement essayer de stimuler le maximum d'engagement, que ce soit par le biais de contenu publié sur le feed, que ce soit par le biais de publier contenu en story, que ce soit par le biais de contenu publié donc sur IGTV, on pourra en parler un petit peu plus tard, pour notamment pouvoir aller recibler ces audiences-là qui vont être déjà des audiences donc un petit peu plus tièdes, un petit peu plus préqualifiées pour des campagnes de conversion. Donc le pendant, si je puis dire, entre Instagram et entre guillemets Instagram organique et Instagram publicitaire, on retrouve un petit peu les mêmes bases que sur Facebook. Ce qui change, c'est un petit peu plus les codes, si je puis dire, puis les usages qu'on retrouve également sur la plateforme. Intéressant. Donc, en gros, ça, c'est quelque chose que tu vas faire, disons, avec ta base de clientèle, c'est-à-dire, on va commencer avec une stratégie de contenu pour bâtir une communauté, bâtir des audiences qui sont intéressées avec le produit pour éventuellement aller essayer, là, entre parenthèses, de closer le deal avec une publicité puis une offre. Ouais, ça peut être par le biais, ça peut être sur un schéma similaire. On peut travailler également avec ce qu'on appelle du marketing d'interaction. Je pense que c'est un secret pour personne, du moins chez les gens qui nous connaissent, mais dans les premières années de Réverbère, on faisait énormément de marketing d'interaction, notamment automatisé. Donc, tout simplement aller réaliser des interactions avec un persona de clientèle définie selon un contexte, en fait, que ce soit donc ce contexte, un hashtag, une action de l'usager, etc., etc. Puis, ce qui était intéressant avec cette technique-là, c'est qu'on arrivait tout simplement à aller avoir de la rétroaction. Et qui dit rétroaction dit engagement vis-à-vis de la marque et donc opportunité de reciblage. Donc ça peut être, si je puis dire, quelque chose de parallèle à ça. Au-delà, donc, des leviers un petit peu plus traditionnels que sont le marketing de contenu ou le marketing d'interaction, il y a des choses également extrêmement intéressantes à faire avec les influenceurs. Je pense que tu es familier avec le Brand Collabs Manager et les opportunités qui existent entre marketing publicitaire et marketing d'influence. Ce volet-là va être considérablement accru au cours des prochains mois. Ce qui va se passer, c'est que selon notre humble avis et selon un petit peu ce qu'on sait, c'est que la limite, encore une fois, entre les influenceurs et le marketing publicitaire va s'affiner. Plus le temps va passer, plus les influenceurs vont avoir un rôle d'affilié pour les marques. Donc, grosso modo, si on veut illustrer ça avec un cas très simple, prenons donc l'exemple donc de votre plug feed, en fait. Donc, le flux de données qui est renvoyé par votre site e-commerce vers votre catalogue, donc dans l'environnement Facebook ou Instagram. Donc, le catalogue qui vous permet aussi de faire vos shoppable tags. Ce catalogue-là, pour l'instant, seule l'entreprise qui est propriétaire du site web a accès à cette information. Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement chez Instagram? On est en train de donner, si je puis dire, accès à ce catalogue aux influenceurs. Comment ça va se passer? C'est d'une manière très méthodique, car comme vous le savez, Instagram a beaucoup de chevaux de bataille actuellement en cours, dont IGTV. Et pour l'instant, cette affiliation-là va être seulement possible via IGTV. Mais on peut très facilement penser que, notamment avec l'arrivée de Shop, qui est une autre fonctionnalité organique qui permet de magasiner en ligne sur Instagram via une section dédiée, donc on pourra en parler également tantôt parce que c'est absolument fascinant, cette logique d'affiliation va se retrouver là. Donc encore une fois, de nouvelles interactions, de nouveaux modèles, de nouveaux comportements également à cibler pour justement avoir un bon équilibre entre stratégie organique et stratégie publicitaire. Je suis curieux quand tu parles qu'un influenceur va pouvoir, avec le Brand Collab Manager, avoir accès à un catalogue du client au niveau du produit. Est-ce que tu es en train de me dire que littéralement, sans même envoyer les gens sur le site Internet, on va pouvoir, disons, prendre le produit, le hoster sur Instagram Checkout, Instagram Shopping, sachant que le produit appartient au brand et que l'influenceur directement va pouvoir le vendre? C'est ça. Mais en fait, c'est déjà un petit peu le cas si on retrace qu'est-ce qui s'est passé avec IG Shopping, IG Shop, Shop Instagram, bref, les dents sont multiples. Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois? On a eu donc le lancement, en fait, de la fonctionnalité au Canada après 1 an et demi, 2 ans d'attente. Puis, chez nos voisins américains, la patente a continué à rouler extrêmement vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait donc du IG Shopping au Canada, oui, bien entendu, on est renvoyé vers une landing page qui est généralement le site de la marque où le produit donc qui a été identifié dans la photo donc correspond et donc affiché pour un achat. Là aussi, de très belles opportunités en reciblage, bien entendu,
entendu. Maintenant, où est-ce qu'on en est aux États-Unis, c'est que grosso modo, cette notion de sortir de l'écosystème d'Instagram pour se rediriger donc vers un acquis donc natif de la marque, donc un site web e-commerce, n'a plus lieu d'être dans la mesure où Instagram travaille donc bien entendu avec Facebook et avec PayPal, donc notamment dans un premier temps pour faire donc cet achat directement sur Instagram. Puis maintenant, avec l'arrivée de Facebook Pay, il y aura même plus de PayPal, donc tout va être contrôlé par Facebook et Instagram, même la transaction. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis maintenant. Donc là, je vous ai dit qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui est déjà en place. Maintenant, qu'est-ce qui est en déploiement progressif, c'est que grosso modo, les marques vont avoir une nouvelle section dans leur profil qui s'appelle tout simplement Shop, en fait, IG Shop. Vous allez voir, c'est une icône qui va être sur votre profil, au même endroit où vous avez les photos, entre guillemets, votre IGTV, puis également les photos que vous êtes identifiées. Section, en fait, vous allez avoir des collections. Donc toi qui fais de la publicité, les collections, ça te parle en placement publicitaire probablement, c'est des ensembles de produits selon des thématiques, où justement, en fait, vous allez pouvoir afficher vos produits et donc faire en sorte, encore une fois, que les gens puissent magasiner sans sortir de l'écosystème. Et c'est ces éléments-là qui vont être partagés aux influenceurs pour que ces derniers puissent identifier les produits mentionnés dans ces collections dans leur contenu. Gardons en tête, encore une fois, que cela, dans un premier temps, sera limité à IGTV, donc le concurrent d'Instagram à YouTube. Les gens rigolent quand je dis ça, mais en fait, ce qu'il faut savoir, et tu en parlais un petit peu à l'introduction, c'est que Instagram est le réseau social préféré des influenceurs. Le deuxième, c'est YouTube. Donc, quand ils ont sorti IGTV, c'est pas pour les marques, c'est pas pour des usagers comme toi et moi, c'est vraiment pour des influenceurs pour faire en sorte, justement, de leur offrir des nouvelles opportunités de monétisation, comme les badges, par exemple, et comme les opportunités dont on vient de parler là, pour concurrencer YouTube. Non, mais ça fait du sens. Ça fait du sens à un certain point. À un moment donné, hein. C'est pas compliqué. La stratégie de domination, entre parenthèses, de Facebook depuis plusieurs années, c'est d'aller prendre toutes les plateformes sociales émergentes puis de les amener chez eux, puis à un certain point, si c'est pas possible, on va aller regarder un petit peu ce que le compétiteur fait, puis on va même pas les émergentes, même pas les émergentes. Moi, tu sais, tantôt, quand tu me demandais qu'est-ce qui t'a motivé, entre guillemets, à lancer une agence spécialisée sur Instagram, si on avait pris le chemin un petit peu plus long dont je faisais allusion, je t'aurais parlé vraiment de ma fascination pour la stratégie vraiment d'affaires et d'acquisition d'Instagram. Instagram qui a copié Snapchat avec les stories et qui sort aujourd'hui 395 millions de stories chaque jour, alors que Snapchat en sort que 175 millions. Les stories qui est probablement un des écosystèmes organiques les plus incroyables pour les marques dans la mesure où vous allez pouvoir avoir une rétroaction directe avec vos audiences. On parlait tantôt de comment l'organique peut favoriser le publicitaire. Les stickers, c'est un exemple absolument fabuleux. Puis, je parle des stickers traditionnels, mais également les nouveaux stickers qui ont été sortis avec les gift cards, avec tout simplement les orders online. Vraiment, il y en a vraiment toute une pléthore, si je puis dire. Il y a eu d'abord ce premier volet. Ensuite, donc, il y a eu IGTV qui est venu donc concurrencer YouTube, comme on l'a mentionné. IGTV qui a été sorti en 2018 et qui reste encore aujourd'hui un des chevaux de bataille principaux de la marque. Puis, bien entendu, on a IG Shopping. IG Shopping qui est vraiment, si je puis dire, le challenger à Amazon. Aujourd'hui, IG Shopping, c'est 130 millions d'acheteurs mensuels. C'est énorme. C'est vraiment un gros marché. Puis là, on a eu Reels qui est depuis 1 an et demi en bêta-test au Brésil et qui vient d'arriver là sur le marché canadien en août. Ça a été la grosse sensation. Reels, on n'a rien inventé. Hein. Si vous faites un tour sur Reels, premièrement, vous y accédez via les stories, puis vous allez vous rendre compte que c'est un amalgame de plein de fonctionnalités qu'Instagram avait déjà développées par le passé. Donc, une stratégie extrêmement agressive. Puis une stratégie qui est backée par une intelligence d'affaires colossale, à savoir celle de Facebook, tout simplement. Oh ouais, non, je veux dire, c'est bien là, toutes les initiatives qu'ils amènent, mais on les a vues ailleurs et puis ils les ont amenées, on va dire, un petit peu plus vite. Aussi simple que ça. C'est comme un entrepreneuriat. Il suffit pas d'avoir l'idée, il faut savoir la mettre en branle. Ah, effectivement. Donc ça, oui, je pense que tu l'as mentionné, plusieurs termes qui sont intéressants. Je fais une petite parenthèse à ce que tu dis. L'année dernière, on avait fait avec une partie de nos clients chez G7 Media et en partenariat avec Facebook, le sommet de la publicité Facebook à Montréal, puis il avait mentionné un truc qui était complètement fascinant. Il avait dit que les stories, autant sur Instagram puis sur Facebook, mais davantage sur Instagram parce que c'est là qui sont le plus populaires, Facebook comparait les stories, donc l'émergence des stories à l'arrivée de Facebook sur mobile. C'est aussi gros que ça, là. Donc, quand Facebook est passé de desktop à on est capable maintenant d'avoir une application sur mobile, il y avait eu énormément de gens qui étaient de nouveaux utilisateurs qui étaient venus avec ça. Ils ont senti la même traction quand les stories sont arrivées. Donc, tu sais, c'est pour dire que de prendre l'idée d'un compétiteur, l'impact que ça peut avoir, là, c'est assez impressionnant. Puis nous, comment je peux dire, ce ressenti-là, on le perçoit également chez nos clients. La façon dont on intègre les stories à des stratégies de contenu en 2020 versus comme on le faisait il y a 2 ans,
ça a diamétralement évolué. Un exemple tout simple, je veux dire, oui, les stickers, premièrement, on l'a vu avec la Covid, il y a eu une arrivée massive de stickers. On n'a jamais vu autant de stickers arriver en même temps. On a peut-être eu une demi-douzaine de stickers qui sont arrivés, et puis des stickers qui sont vraiment axés sur la conversion. On parle de réservation en ligne, on parle d'achat de cartes en ligne, on parle vraiment, bien sûr, les IG Shopping en story, oui, évidemment, puis ça date pas encore une fois de la Covid. Il y a vraiment eu un gros impact là. Puis même au niveau technologique, au tout début des stories, c'était impossible de programmer, entre guillemets, la publication d'une story comme on le faisait avec une publication en feed, par exemple. C'est pas encore 100% automatisé, notamment à cause des stickers, mais maintenant, ce processus est quasiment automatisé. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Puis, on se rend compte, encore une fois, que la façon dont sont passées les stories, c'est ce qui ressemble le plus à aujourd'hui, je pense, à ce qu'on pourrait qualifier de storytelling sur les réseaux sociaux, un concept qui existe depuis que les marques sont marques, parce que justement le format s'y prête et parce qu'il y a cette interactivité-là, encore une fois, d'un point de vue organique qui est incroyable, encore une fois. Puis cette logique-là, on la retrouve aussi en publicité, quand on peut faire une sorte de carrousel de 3 vignettes en story, en termes de mémorisation de marque, c'est absolument incroyable, c'est vraiment un super bel outil. Tu as parlé plusieurs points, puis je rebondis à ce que tu as dit, là, stickers, IGTV, tout ça. Puis moi, ce que j'avais vu, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, c'est qu'à chaque fois que Facebook, Instagram, puis j'utilise Facebook, c'est parce qu'ils font toutes partie de la même famille, lancent une... c'est pas compliqué. À chaque fois que ces géants-là lancent une nouvelle initiative, souvent, on a été capable de voir qu'il y avait davantage de distribution gratuite avec leurs approches. Je donne un exemple. Quand il y a à peu près 4-5 ans de ça, les Facebook Live ont été changés, ils ont été plutôt intégrés sur Facebook. La seule chose qu'on pouvait voir, c'était les Facebook Live parce que ils voulaient donner de la distribution organique à ces nouveaux contenus-là pour leur donner une chance vraiment de faire leur place. Si on amène ça maintenant avec Instagram, 2 questions que je te pose. 1, est-ce que tu as vu la même chose? Stickers, les Reels, comme tu as mentionné, les Stories, est-ce que tu as vu qu'il y avait davantage de distribution qui était donnée là-dessus? Et si oui, ça serait quoi là, la nouvelle opportunité que présentement les annonceurs ou les gens qui ont un commerce et qui font de la publicité ou qui sont en train de gérer leur communauté sur Instagram peuvent utiliser en 2020? Je te dirais, la fonctionnalité sur laquelle Instagram met le plus d'efforts actuellement, puis c'est entre guillemets étrange de dire ça, mais c'est IGTV. IGTV dans la mesure où Instagram, encore une fois, cherche à affaiblir YouTube, notamment par le biais justement de l'attraction des influenceurs. Les influenceurs sont un pilier essentiel dans la croissance d'Instagram et dans la rétention de l'audience. Bien entendu, dans la création de contenu, et qui dit création de contenu, dit plus de temps placé sur la plateforme et donc plus d'opportunités de publicité. On sait comment ça marche l'inventaire publicitaire. Donc c'est sûr que IGTV, ce qu'on voit depuis 2 ans, j'ai jamais vu autant d'acharnement de la part d'une marque par rapport à un produit. Parce que c'est pas un produit qui a rencontré beaucoup de succès à son début à IGTV. Même encore aujourd'hui, c'est un produit qui est difficile d'approche. On a vu qu'il y a eu des grosses évolutions au niveau de la façon de la distribution du contenu. Donc au début, on publiait sur IGTV, c'est tout. Maintenant, on publie sur IGTV, puis on a des extraits pour nos stories, on a des extraits également pour nos placements plus feed. Donc il y a déjà tout ce volet qui a été mis en place. On a eu un deuxième volet qui est extrêmement, je pense, important. Puis pour moi, ça va être vraiment ce qui va faire pivoter IGTV dans le cœur notamment des influenceurs, c'est tout le volet monétisation. Donc on a eu les badges qui ont été introduits qui permettent tout simplement donc aux gens qui suivent un influenceur d'acheter des badges pour faire en sorte que le commentaire donc soit davantage vu par l'influenceur ou d'appartenir à un pool de personnes très sélectes pour recevoir tout simplement des communications préférentielles ce type d'influenceur-là. On a eu le placement également dont on parlait tantôt qui va permettre de faire du placement produit directement dans IGTV pour justement avoir un lien qui va entre guillemets reproduire sur une landing page. Donc je pense que c'est la fonctionnalité qui a demandé le plus d'efforts à Instagram durant les dernières années, puis c'est probablement celle qui va continuer à solliciter le plus d'efforts. Pour ce qui est de nos amis dans le commerce de détail, moi, ce que je vous conseille de regarder, c'est Instagram Shopping. C'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer. On parle d'une plateforme qui, au début, Instagram, c'était quoi? C'était quasiment un Foursquare, pour ceux qui sont pas au courant. Hein. C'était un Foursquare dédié au whisky, en fait, grosso modo. Je le caricature, mais c'était ça. Donc, on est passé de ça à une plateforme très artistique, à une plateforme qui est en train de devenir, selon ma humble expérience, le meilleur ami, mais tout simplement, des commerces de détail. Puisque ce qui est en train de se passer sur Instagram, c'est du jamais vu. Rappelez-vous, à un moment, le seul lien cliquable qu'on avait sur Instagram, c'était le lien dans la bio. On a fait du chemin depuis. Donc, moi, je pense que regarder tout ce volet, comme je le mentionnais, ça peut être très intéressant, d'autant plus qu'Instagram est en train de devenir un écosystème transactionnel à part entière. Encore une fois, rappelez-vous ce que je mentionnais tantôt. Avant, il fallait sortir d'Instagram pour pouvoir acheter. Maintenant, Instagram va permettre tout simplement, bien entendu, de stocker de vos informations de shipping, mais également de facturation. Mais il va utiliser sa propre solution qui est Facebook Pay pour faire en sorte que vous puissiez payer en toute sécurité comme vous le feriez sur Amazon. Encore une fois, 130 millions d'acheteurs selon les derniers chiffres et ça cesse de croître et les fonctionnalités ne cessent d'aller de l'avant aussi. Donc,
C'est dangereux pour votre compte en banque quand vous êtes utilisateur, mais c'est une opportunité fabuleuse quand vous êtes une marque. Si vous faites de la publicité Facebook, vous vous êtes sûrement déjà posé la question suivante: comment j'augmente mon budget publicitaire sans impacter mon coût d'acquisition? Chez J7 Media, on gère près de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois et on a décidé de vous faire un guide complètement gratuit de plus de 20 pages vous montrant comment amener vos campagnes de 0 à 1000 dollars par jour sur Facebook. Pour le télécharger, rendez-vous à l'URL suivant: expert.j7media.com/social selling. Donc, je répète, expert au pluriel, EXPERTS.j, le chiffre 7, média au singulier.com/social selling, SOCIALSELLING. Le lien est également dans les notes de l'épisode. De retour à la discussion en cours. C'est intéressant ce que tu dis, IGTV, parce que, en gros, je pense que ça répond un petit peu à un enjeu fondamental que la plateforme a en ce moment, c'est qu'il manque d'espace publicitaire. Il manque d'espace publicitaire, les fils d'actualité sont bondés, les stories sont bondés, et de plus en plus, Facebook, Instagram et toute cette belle famille-là essayent de créer davantage d'espace publicitaire. Donc, corrige-moi si je me trompe, mais à mon avis, c'est la vision exacte qui est en train de prendre, c'est de se dire, on veut créer un nouvel inventaire publicitaire intéressant pour les annonceurs avec IGTV. Donc, on va mettre tous nos efforts là-dessus pour que les gens consomment le maximum d'IGTV. Et qui dit que quand les gens vont consommer cette plateforme-là de plus en plus, automatiquement, les annonceurs vont pouvoir s'y intégrer plus facilement. Bien sûr, bien sûr. Puis j'aimerais rebondir sur ce que tu dis, c'est en termes d'inventaire publicitaire. Si on regarde les placements disponibles sur Facebook et les placements disponibles sur Instagram, on va vite se rendre compte qu'Instagram tire un petit peu la patte dans la mesure où il n'y a pas 15 000 opportunités de ciblage sur Instagram. On va faire du placement en feed, on va faire du placement en story, on va bientôt faire du placement sur IGTV. On peut faire du placement dans la section shopping, donc il y a en fait tout simplement un onglet dans la section explore. Donc grosso modo, les meilleurs contenus qui peuvent correspondre à vos goûts et qui sont achetables, mais ça s'arrête là. C'est très, très, très limitatif. C'est pour ça qu'Instagram travaille justement sur de nouveaux emplacements. C'est pour ça qu'il travaille également sur des applications, entre guillemets, séparées. IGTV, faut pas oublier aussi que c'est une application séparée. IG Shopping va avoir sa propre, ça c'est un petit gaz, mais Instagram Shopping va avoir probablement et très probablement sa propre application également. Donc, on essaie toujours, encore une fois, d'augmenter tout simplement les opportunités d'affichage que l'on peut avoir et donc d'étoffer un inventaire publicitaire pour monétiser davantage la plateforme et offrir justement aux annonceurs différentes opportunités de ciblage. Intéressant. D'ailleurs, tu parlé un peu plus tôt marketing d'influence. Je pense que c'est inévitable de rentrer un petit peu dans ce sujet-là. C'est tellement intéressant, les opportunités qu'il peut y avoir là-dessus. Au 17e épisode de Social Selling, Charlie, j'avais eu la chance de recevoir mon ancien collègue de travail, Tarek Dasser, qui maintenant il est en charge d'une jeune organisation qui mixe stratégie d'influenceur avec publicité Facebook. Donc, le modèle d'affaires est assez intéressant. Puis, il nous parlait à quel point que les deux pouvaient faire un mélange explosif pour spécifiquement ici des commerces en ligne. Ah ouais. Fait que là, j'avais eu le feedback de Tarek qui m'expliquait un petit peu sa stratégie. Je trouvais très intéressante. J'aimerais t'entendre, toi, là-dessus. Marketing d'influence, mix avec stratégie publicitaire. C'est quoi ta vision? Comment que tu vois le tout en 2020 là, pour les commerces? Je pense que la plus grosse révolution qu'il y a au niveau du marketing d'influence à aujourd'hui, et qu'est-ce que Facebook et Instagram ont rendu possible, c'est considérablement faciliter le processus de sélection et de qualification des influenceurs dans un premier temps, mais également considérablement faciliter la mesure du retour sur investissement. Dans la mesure où, aujourd'hui, quand vous allez utiliser le Brand Collapse Manager, donc l'outil qui est dédié à cet effet-là, qui est un outil donc géré et donc validé par Instagram, que vous pouvez utiliser en tant que marque ou en tant qu'influenceur, vous allez pouvoir justement beaucoup plus facilement répondre à ces enjeux de sélection, comme je le mentionnais, mais également de mesure de retour sur l'investissement parce que vous allez avoir accès aux data donc de vos influenceurs. Donc, ce qui va être extrêmement intéressant d'un point de vue stratégique, premièrement, moi, ce que je trouve fabuleux, c'est que vous allez pouvoir mettre en place des campagnes d'affiliation absolument incroyables. Puis c'est vraiment, je pense, un des gros avantages de ce volet-là. Je pense qu'aujourd'hui, on est de moins en moins dans l'ère, on va payer pour une publication, mais on va beaucoup plus payer justement pour une collaboration. Et je pense que les influenceurs veulent ça aussi. Je pense que certains sont tannés un petit peu des relations d'un soir, comme je les appelle en marketing d'influence. Ils veulent beaucoup plus avoir de la pérennité dans leur relation, surtout en ce moment où c'est un petit peu plus difficile pour eux. Donc ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point que je trouve intéressant également d'un point de vue stratégique, c'est que vous allez avoir une propension à faire du A/B testing sur vos créatifs qui est absolument incroyable. Vous allez même plus avoir besoin de
créer vos créatifs. Puis c'est ça le game changer. Nous, on a eu des campagnes, par exemple, où on avait une demi-douzaine d'influenceurs qui allaient collaborer ensemble sur sur le même produit, mais sur différentes façons de traiter ce produit-là. On parle de produits dans le domaine de l'alimentaire. Puis nous, d'un point de vue publicitaire, ça nous permettait de faire du A/B testing, oui, sur différents ciblages, mais également sur différents créatifs. Donc nous, mettons en prévision d'autres campagnes, ça nous permettait déjà de valider des hypothèses, d'aller réchauffer également des audiences pour ensuite avoir justement des audiences des campagnes, que nous, on allait gérer, et de manière bien entendu totalement autonome, et où les influenceurs ont déjà fait ce travail d'éducation par rapport au produit ou ce travail de sensibilisation. Donc oui, non, je rejoins ce que disait Tarek, dans le sens où c'est probablement un des cocktails les plus explosifs. Je pense qu'au Québec, on a eu, et on a longtemps décrié les influenceurs par le biais justement de tout petits exemples qui venaient un petit peu discréditer la profession, mais pour travailler avec des créateurs de contenu assez régulièrement, je vous dirais, il y a des gens qui sont extrêmement méticuleux et qui font une qualité de travail qui est tout à fait louable. Ensuite, c'est à nous de bien savoir, encore une fois, intégrer ce travail-là dans le cadre justement d'un contexte beaucoup plus global. Souvent, on a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent on va faire une campagne de marketing d'influence. Pour répondre à quels enjeux. Donc, c'est à nous également un petit peu, si je peux dire, de venir faire cette éducation-là et de remettre les choses dans leur contexte afin de faire en sorte, OK, selon cet objectif-là, on va choisir tel nombre d'influenceurs, tel type de campagne, et à partir de ça, on va être en mesure justement d'avoir une approche beaucoup plus globale et non seulement dire j'ai généré tant d'impressions ou une portée de tant de personnes avec cette campagne-là. Ben oui, tu l'as dit, hein, aussi, les outils de publicité sont tellement intéressants en termes de voir combien tu es capable de faire avec l'investissement que tu fais. Maintenant, si tu es capable d'avoir un moteur de distribution qui fait comme x2, hein, c'est un influenceur qui a une audience entretenue, qui vient intégrer de la publicité dans les différentes manières que tu le dis, c'est certain que ça change la dynamique, du marketing d'influence. De plus en plus, il va être lié à de la performance. Je sais pas, j'ai pas énormément d'expérience là-dedans, mais j'ai l'impression que peut-être dans les premières heures du marketing d'influence, on allait surtout vendre et présenter de la visibilité à un brand. De plus en plus, j'ai l'impression qu'on va s'enligner davantage vers de la performance. On vendait de la visibilité, puis on vendait un nombre d'abonnés. C'est ça qui est problématique, Antoine. Ça a toujours été ça, le problème en marketing d'influence. Puis, on a eu la chance de jouer au diable, à l'avocat du diable, et de l'autre côté faire le good cop, bad cop, en fait. Donc, on a vu les deux côtés de la médaille. Puis, le marketing, on en parlait tantôt, le marketing d'interaction automatisé sur Instagram, on voyait des pics et des downs, je veux dire, en termes de following, unfollowing, qui étaient absolument incroyables. L'achat d'abonnés aussi, ça a été quelque chose qui est arrivé, l'achat d'interaction, ça aussi. Donc, en fait, cette culture, en fait, de l'abonné, cette culture du like, qui est une mauvaise culture, qui est une contre-culture, a considérablement nui aux influenceurs sur le moyen terme, bien qu'elle leur a servi, dans certains cas, encore une fois, pour faire de généralités à court terme. Là, on a un changement. On a un changement parce que les marques comprennent mieux comment, justement, appréhender le travail des influenceurs. Je pense que les influenceurs, ou du moins certains influenceurs, ont aussi mieux présenté ce qu'ils voulaient faire, comment ils souhaitaient le faire, comment ils pouvaient être intégrés avec des marques. Puis, encore une fois, d'un point de vue technologique, ce qui est en train de se passer actuellement avec le Brand Collabs Manager, c'est fou. On a accès, en fait, à l'audience de l'influenceur et on peut travailler cette audience comme bon nous semble en tant que marque. Puis, l'objectif, c'est pas d'imposer ça à l'influenceur, mais c'est de mieux comprendre comment fonctionne l'audience de l'influenceur en se basant sur de la data pour être en mesure, justement, de proposer des collaborations et des activations qui sont plus intéressantes aux influenceurs et dans le cadre duquel ces influenceurs-là vont s'épanouir. Puis, c'est ça qui est intéressant. On voit trop de collaborations d'influenceurs, encore une fois, sur Instagram, où on sent qu'il y a zéro attachement pour la marque et pour le produit. Ça va permettre, si les marques s'en donnent la peine, encore une fois, de venir un petit peu contrecarrer cette tendance et de servir justement des contenus qui sont peut-être beaucoup plus engageants, notamment via IGTV. Ah, effectivement, je pense que de bien mixer les deux peut continuer à générer des résultats qui sont intéressants. Puis Facebook l'a compris, Instagram l'ont compris, tu sais, dans le sens que je pense c'est quoi, il y a un an et demi de ça que là ils ont enlevé le nombre de personnes qui likaient ta photo sur Instagram pour essayer d'enlever un petit peu cet aspect de vanité là autour de chaque photo qui était mise. Tu sais, déjà là, c'était dans une optique, j'imagine, Charles, un petit peu dans cette optique-là qu'Instagram prenait ces mesures-là. C'est oui et non, en fait. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que, premièrement, cette mesure-là, elle a été adoptée, c'est un petit peu, Instagram travaille tout le temps en local, en fait, hein. C'est comme un Facebook, on a des zones de marché, puis on diffuse selon certaines caractéristiques, entre guillemets, régionales et comportementales, certaines fonctionnalités. C'est comme les nouvelles fonctionnalités. Tantôt, je parlais de Reels qui a été testé au Brésil, mais il y a d'autres fonctionnalités qui sont testées sur des pays baltiques, notamment. Donc, oui et non pour ça, puis oui et non parce que, Instagram, je dirais, quand on compare à Facebook, a fait le saut à moitié en ce qui a trait à la qualité des données. Si aujourd'hui vous allez voir la section analytique de votre compte Instagram sur votre mobile, vous n'avez pas vous pouvez pas prendre de décision d'affaires par rapport à celle-ci. On est loin d'un insight sur Facebook.
Donc, je pense qu'il y a tout ce côté, si je puis dire, standardisation de la donnée qui a encore à faire. Puis on le voit beaucoup encore, ces choses-là. Il y a une dualité au niveau du produit entre Instagram et Facebook, en fait. Le meilleur exemple aussi, c'est le Creator Studio. Le Creator Studio qui fait énormément jaser. Allez voir le Creator Studio version Facebook et le Creator Studio version Instagram. Vous allez voir, c'est deux teams différentes qui ont eu le même cahier des charges, mais qui ont une interprétation quasi similaire. Je trouve que celle d'Instagram est un peu mieux faite. Vous allez voir, c'est un petit peu variable. Puis cette standardisation-là ferait beaucoup de bien, oui, au volet analytique, mais également au volet messages privés. Les messages privés sur Instagram, ça a été, même encore à aujourd'hui, en termes de conversion, ça reste un super bel outil avec justement, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette plateforme-là. Mais encore une fois, les messages privés sur Instagram par rapport à la gestion qui est faite sur Facebook, on est dans deux mondes différents. On s'en va de plus en plus vers une standardisation. D'ailleurs, les deux seront probablement à très court terme jumelés. On aura un seul canal, un seul stream de messages pour gérer tout ça. Mais encore une fois, il y a beaucoup encore de différences entre les deux plateformes et c'est dommage. Tranquillement, ils sont en train de, comme tu le dis, de mixer davantage tout ça ensemble. Puis, tu as parlé le Creator Studio, donc parlons-en un petit peu. Portée organique. Portée organique, c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus sur Facebook et qui tire de plus en plus de la patte sur Instagram pour des raisons très simples. N'importe quelle plateforme sociale à un certain point veut monétiser ses efforts, donc c'est très, très compréhensible. Maintenant, c'est quoi que tu vois comme futur ici au niveau de la portée organique? Est-ce que tu penses que comme Facebook, faut peut-être se faire un deuil un petit peu puis voir d'autres aspects stratégiques? On peut plus uniquement se fier à ça pour une stratégie d'affaires? Comment tu vois ça? Je serais un peu moins pessimiste que toi. Tu vois, ça, c'est probablement le côté sud de la France, ça. Mais je pense que la portée organique sur Instagram a encore de beaux jours devant elle. C'est sûr que si on compare, par exemple, en 2017 ou 2016, qui est pour moi l'heure, entre guillemets, d'apogée de la portée organique sur Instagram, on a perdu en vitesse. C'est indéniable. Je pense que, malheureusement, d'ailleurs, le marketing d'interaction automatisée, comme j'en parlais tantôt, justement, le fait de décrédibiliser ça a justement été un des éléments qui a entre guillemets, généré cette perte de vitesse-là. À aujourd'hui, je pense qu'avoir de la portée organique sur Instagram, c'est encore possible. Je pense que la portée organique pour bien des marques est encore meilleure sur Instagram que sur Facebook. Et je parle de cas vanille, je parle pas de cas particuliers, bien entendu. Puis, ce que je pense surtout, c'est que là, encore une fois, les stories ont un rôle prépondérant à jouer. Ce qu'il faut savoir d'un point de vue algorithmique, c'est que peu importe si vous publiez en story, peu importe si vous publiez en feed, la réceptivité de vos contenus et l'engagement que vont générer ces contenus vont se, entre guillemets, répliquer de l'un à l'autre. Donc, si vous voyez, grosso modo, que votre feed est en perte de vitesse, en termes de portée organique, mais que vos stories, de par la qualité, de par le côté humoristique, de par le côté ludique, ça, c'est des choses concrètes qu'on peut faire avec les stickers, rencontrent beaucoup plus d'engagement en termes d'ouverture, justement, en termes d'engagement, donc de réponse à des questions, etc. Misez sur vos stories. Pourquoi? Parce que en allant générer de l'engagement sur vos stories, cet engagement-là va impacter la visibilité de vos stories, bien entendu, mais également la visibilité de vos publications qui sont faites sur le feed. Donc, je pense que la portée organique sur Instagram a diminué, mais je pense que c'est également un petit peu la faute des marques qui n'ont peut-être pas su faire le switch vers les stories beaucoup plus rapidement ou de manière beaucoup plus, comment je pourrais dire, pragmatique. Intéressant, très intéressant. Charlie, on pourrait parler pendant des heures de Instagram, de marketing d'influence, de campagne de publicité sur Instagram. Mais mettons pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont une business, qui sont en train de faire de la stratégie média pour d'autres entreprises, comment qu'on peut en apprendre un petit peu plus sur toi, sur Réverbère? C'est quoi les meilleures manières là, pour rentrer en contact avec vous? Pour en savoir plus sur Réverbère, le moyen le plus simple, je pense, ça reste d'aller visiter un petit peu notre site web. Là, on est en train de retravailler sur celui-ci. Vous allez voir quelques études de cas, vous allez en savoir un petit peu plus sur ce qu'on fait. Puis vous allez toujours pouvoir télécharger le livre blanc, entre guillemets, qui nous a mis un petit peu sur la map, qu'on a publié il y a 2 ans et demi, qui s'appelle Instagram sans filtre, et qui est un bon white paper d'une peu plus d'une centaine de pages, je te dirais, qui donne grosso modo une trentaine de conseils sur comment vendre sur Instagram. Encore une fois, c'est un e-book qui commence à prendre un petit peu de l'âge. Puis, ce que je peux vous conseiller également en parallèle, puis je vous invite à écouter très attentivement ce que je vais dire et à ouvrir grand vos oreilles. On va annoncer quelque chose dans quelques jours. Je peux pas en dire trop, je vais rester vague, je vais vous teaser un petit peu. Mais je pense que pour les gens qui sont dans le commerce de détail, ça va être un game changer au niveau provincial. Donc, c'est assez beau ce que je dis. Je suis conscient de bien peser mes mots malgré mon côté sudiste encore une fois. Mais gardez l'œil ouvert sur notre site, gardez l'œil ouvert sur notre compte Instagram, sur notre page Facebook, sur notre page LinkedIn. Et je pense que les gens qui sont dans le commerce de détail vont avoir une belle surprise. Disons que la rentrée va bien se passer. Ah bon, donc là, on vous suit sur votre site puis vos médias sociaux, puis on va en savoir plus avant. Mettons, regarde, on enregistre aujourd'hui, 7 septembre 2010. Donne-nous un approximatif à peu près là, de quand cette nouvelle-là va sortir. Je te dirais dans les 6-5 prochains jours. Ah, ok. On est juste avant. Puis si vous voulez pas attendre, si vous avez plus de questions, si vous allez me voir directement sur LinkedIn, je pourrais peut-être vous faire quelques indiscrétions si vous êtes gentil.
Bon, puis les gens vont écouter ce podcast-là, il devrait sortir le 9 septembre. Donc, restez à l'affût. Charlie et son équipe, ils ont des belles surprises pour vous. Charlie, merci énormément de ton temps. Aujourd'hui, je vais également mettre dans les notes de l'épisode le e-book que tu as mentionné, que vous avez fait d'une 100aine de pages, Instagram sans fil, pour que les gens aient une pièce de contenu à se référer s'ils veulent en apprendre plus sur Instagram ou sur Réverbère. Donc, je pense que ça va être très utile. Et bien, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Social Selling. Social selling. Social selling.